L'Internet. On l'utilise tous les jours, c'est partout, ça a complètement redéfini notre monde. Et pourtant, son histoire, ses principes de base, eh bien ça reste souvent un grand mystère. Alors ce qu'on va faire, c'est remonter aux origines de cette révolution pour vraiment décoder comment tout ça a commencé. Allez, on commence direct avec une question qui en piège plus d'un. Internet et le web, est-ce que c'est pareil? On a tendance à utiliser les deux mots un peu n'importe comment, comme s'ils étaient interchangeables, mais leur différence, elle est fondamentale. Et bien la saisir, c'est la clé pour comprendre absolument tout le reste. Voilà le point crucial. L'Internet, en fait, c'est l'infrastructure, c'est le physique. Il faut s'imaginer un gigantesque réseau de câbles, de routes qui parcourt le monde entier. Le web, lui, c'est ce qui circule sur ces routes, les sites, les images, les vidéos. Pour faire très simple, l'un c'est la plomberie, l'autre c'est l'eau qui coule dedans. Et sa conception est juste fascinante de résilience. Il n'existe pas de bouton off pour Internet. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est un système entièrement distribué. Si une connexion est coupée quelque part, eh bien l'information elle s'en moque, elle trouve juste un autre chemin pour arriver à bon port. C'est un vrai réseau de réseaux sans aucun centre de contrôle. D'accord. Mais alors, comment ça marche techniquement? C'est quoi la magie qui permet à des milliards d'ordinateurs complètement différents de se parler si facilement? Eh bien la réponse, elle tient en deux mots. Paquet et protocole. Pour comprendre, on va prendre une image. Disons qu'on veut envoyer la Statue de la Liberté par la poste. On ne peut pas l'envoyer en un seul bloc, c'est impossible. Alors, on la découpe en des milliers de petits morceaux. On met chaque morceau dans une boîte avec l'adresse de destination et des instructions pour le remontage. C'est exactement ça la commutation de paquets. Chaque petit bout de données voyage de son côté sur le réseau. Bon, pour que ce balai de paquets ne tourne pas au chaos, il faut une langue universelle. C'est le TCP/IP. Pensez à IP comme au service qui met l'étiquette avec l'adresse sur chaque paquet. Et TCP, lui, c'est le facteur super méticuleux. Il vérifie que tous les paquets sont bien arrivés et ensuite il les remet dans le bon ordre. C'est ce duo inséparable qui a rendu l'Internet à la fois fiable et fonctionnel. Derrière cette technologie, bien sûr, il y a deux gens comme Vint Cerf et Bob Kahn, mais il y a surtout une philosophie. Le principe de base, c'était que les protocoles devaient être ouverts et libres. Ça veut dire que n'importe qui pouvait les utiliser, les améliorer, construire quelque chose avec, sans avoir à demander la permission et sans payer un centime. Cette décision, qui vient tout droit de la culture du partage des premiers hackers, ça a été le véritable carburant de l'explosion d'Internet. L'infrastructure était donc là, elle tournait bien, mais elle restait un truc de spécialiste, de chercheur. Il manquait une interface simple, une porte d'entrée pour le grand public. Et c'est là que le web entre en scène. Retenez bien ces dates, elles ont tout changé. 1989, Tim Berners-Lee, un chercheur au CERN, a une idée de génie pour lier et partager des informations. Mais le moment décisif, le vrai Big Bang, c'est le 30 avril 1993. Ce jour-là, le CERN, dans un geste d'une générosité incroyable, met le code du World Wide Web dans le domaine public. Gratuit, pour tout le monde, pour toujours. Et cette décision, elle a une portée immense. En libérant le web, le CERN a littéralement ouvert les vannes de la créativité. C'est ce qui a permis à des navigateurs comme Mosaic d'apparaître et de transformer un outil d'expert en une fenêtre sur le monde pour des millions, puis des milliards de personnes. Avec le web, ce n'est pas juste une technologie qui se démocratise, c'est une toute nouvelle culture qui débarque, une culture basée sur le partage et la collaboration à une échelle qu'on n'avait jamais vue auparavant. Cette phrase, elle résume parfaitement un truc assez unique. Les tout premiers fichiers qui ont été partagés sur le réseau, c'était les manuels pour apprendre à utiliser et à améliorer le réseau lui-même. C'est fou quand on y pense. L'Internet s'est littéralement auto-construit, par une communauté qui apprenait en direct avec l'outil qu'elle était en train de créer. Et de là sont nées de nouvelles façons d'être ensemble. La communication asynchrone a permis d'avoir des discussions de fond qui s'étalaient sur plusieurs jours. Pour la toute première fois, des communautés virtuelles se sont formées, unissant des passionnés de tricot au Pérou, de physique quantique en Suède ou de science-fiction au Japon. Et cette culture du partage de la connaissance s'est installée. C'est l'ancêtre direct de ce qu'on connaît aujourd'hui avec Wikipédia. Évidemment, cette nouvelle manière de communiquer n'allait pas rester sans conséquences. Elle a commencé à secouer en profondeur la structure même de notre société, à commencer par les médias et l'économie. Le changement est radical. On est passé d'un modèle de communication vertical, celui de la télé où quelques-uns parlent à une masse silencieuse, à un modèle complètement horizontal. Sur Internet, tout le monde peut être à la fois consommateur et créateur. La parole n'est plus centrale, elle est distribuée. $0. C'est le bénéfice net d'Amazon lors de son entrée en bourse en 1997. Ça peut paraître complètement fou, non? Mais en réalité, ça révèle une logique économique totalement nouvelle.
Jeff Bezos, lui, il avait tout compris. Il a misé sur ce qu'on appelle l'effet de réseau. Sa stratégie était simple, être le premier et investir massivement pour rafler tout le marché, quitte à perdre de l'argent. Parce qu'il savait que plus son réseau d'utilisateurs grandirait, plus la valeur de son service augmenterait de façon exponentielle, écrasant au passage tous ceux qui essaient là d'arriver après. Bon, après cette histoire complètement dingue, on en est où aujourd'hui? La révolution Internet a tenu beaucoup de ses promesses, c'est sûr, mais elle a aussi ouvert une boîte de Pandore remplie de défis assez complexes. C'est cette dualité qui définit notre époque. D'un côté, on a des promesses incroyables, un accès quasi infini à la connaissance, le potentiel de l'intelligence artificielle. Et de l'autre, des menaces bien réelles, la surveillance de masse, le pouvoir gigantesque des plateformes, la désinformation, sans parler de l'impact écologique des data centers. On dirait que chaque avancée nous demande de faire un compromis. On accepte des services de plus en plus personnalisés, de plus en plus pratiques, mais en échange de quoi au juste? Souvent, en échange d'une partie de notre vie privée. C'est l'un des grands dilemmes de notre ère numérique. L'utopie des débuts, celle d'un réseau libre, ouvert, se cogne à une nouvelle réalité. L'espace numérique est de plus en plus centralisé, contrôlé par une poignée de géants de la tech et par certains gouvernements. La belle promesse de connexion universelle se retrouve face au spectre du contrôle. Au final, l'histoire de l'Internet, elle est très loin d'être finie. Elle s'écrit maintenant, chaque jour, à travers nos usages. La technologie nous a donné des outils d'une puissance qu'on n'aurait jamais imaginée. La vraie question maintenant, c'est de savoir ce que nous, collectivement, on va en faire. Parce que l'avenir du réseau, eh bien, il est entre nos mains.